Catherine Gabaillé est notre invitée aujourd'hui pour nous parler de bien-être. Elle nous reçoit dans son cabinet à Mirabel-aux-Baronnies en Drôme provençale. Elle est accompagnante thérapeutique dans la psycho-corporelle énergétique. C'est cela, Catherine? Oui, voilà, Bonjour. je suis accompagnante. Bonjour, je suis accompagnante psycho-énergétique, effectivement. Alors, ça consiste à quoi exactement, donc, cette relation psycho-énergétique? C'est un travail thérapeutique que dans l'accompagnement de la personne, c'est-à-dire que la personne, elle reste elle. Moi, je suis juste à côté d'elle pour la soutenir et lui permettre de se découvrir. Donc, la parole, pour moi, c'est essentiel. Le verbe, c'est essentiel. Et pour arriver à avancer un peu plus rapidement dans le travail, l'énergétique booste un peu. Et puis, on va travailler aussi sur le corps pour que les impacts des changements soient effectifs en fait dans le corps. Alors vous êtes à Mirabel-aux-Baronnies, dans un petit village au cœur de la Drôme provençale, et vous êtes donc indépendante, vous recevez des patients, on peut dire patients, personnes. Voilà, des personnes accompagnées, puisque je les accompagne. Voilà, soit en individuel, soit en collectif aussi maintenant ici. Voilà. Donc ces personnes viennent vous voir lorsqu'elles sentent des faiblesses dans leur propre énergie, dans leur propre morale, dans peut-être besoin aussi d'être guidées. Comment... Oui, on va dire ça. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, j'ai une reconnaissance aussi auprès des enfants dans le milieu des enseignants, dans le milieu des crèches, etc. Donc, qui me connaissent comme ça. Donc, les enfants qui ont des difficultés d'angoisse, particulièrement, ou des difficultés scolaires. Et puis, au niveau des adultes, là, c'est plus dans le domaine médical qu'on va envoyer vers moi, au niveau beaucoup d'angoisse, en fait. Voilà. Il y a beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse. Et puis les gens qui désirent travailler plus profondément par rapport à eux, ben oui aussi, on continue à travailler et à découvrir, à dégager ses potentiels. Mais au démarrage, c'est très souvent quand même des gens qui sont dans des situations angoissantes pour eux, ou qui vivent de l'angoisse. Des phases sans issue, où on n'arrive pas à trouver son chemin de vie. Oui, ou qui sont dans des changements, ou après des décès, ou après des décès vécus difficilement, ou bon, des échecs scolaires, ou des situations pour eux bloquantes dans lesquelles ils se sont enlisés, ou dans lesquelles ils n'arrivent pas à ressortir de la tristesse, par exemple, ils ne sortent pas de la tristesse. Alors, quelle est la différence avec une psychothérapie basique? C'est mon parcours. Oui. Voilà. C'est-à-dire que le fait est que moi, je n'ai pas de DESS psy. Bon, j'ai fait une analyse quand même en psychanalyse et j'ai aussi suivi au début un démarrage de formation j'ai été kinésiologue et puis après, petit à petit, j'ai rencontré cette formation qui est faite par Fanny Abadi et d'accompagnant thérapeute et petit à petit, ça a beaucoup structuré mon travail et mon approche. Et donc, j'ai voulu en faire bénéficier les autres aussi. Voilà, c'est un peu ça. Vous avez et je vais utiliser tous les outils que je connais quand même. Vous avez un parcours dans une autre vie, si je peux dire. Dans une autre vie, oui. Quand j'étais petite. Quand vous étiez... Non, avant d'être thérapeute, donc là... Vous avez une expérience dans les ressources humaines, je crois, c'est cela. C'est donc ça. Vous avez en entreprise. Voilà, une entreprise, donc vous avez une grande approche justement de la relation humaine, des ressources humaines. Pourquoi cette envie de devenir indépendante et d'accompagner justement les personnes? C'est un trop-plein, une envie d'aider, oui, ça c'est intéressant. Donc là, ça fait quand même 15 ans que je suis installée en profession libérale. Donc avant, j'ai à peu près travaillé 20 ans effectivement en entreprise. Soit dans des grosses structures, donc dans l'alimentation, donc vous mangez tous les jours des choses de cette grosse entreprise, soit après en formation, dans le cadre de la formation,
J'ai monté un organisme de formation qui est maintenant avec la Chambre de commerce de Montpellier, enfin avec Subdeco. Et puis après, gérer des fonds formation, soit au niveau du NOPCA, soit au niveau de l'Europe. Et donc, dans le cadre des formations que j'ai mis en place, que je finançais, j'ai voulu aller voir toujours ce qu'il en était. Et puis aussi parce que depuis toute petite, pour pas être dans le jugement, dans le recrutement, pour pas être dans le jugement dans le cadre des processus, c'était pas facile. Les premiers emplois que j'ai eus vers Vauche, enfin vers Saint-Étienne, les gens ils étaient tous en tenue en bleu de travail. J'avais plus de repères. On dit que la vie ne fait pas le moine, mais c'était pas évident. Et donc j'étais jeune, je devais avoir 23 ans, et j'avais des difficultés pour me repérer. Et grâce au travail que j'ai fait sur moi, je pouvais vraiment rencontrer la personne et voir son potentiel, et pas la cataloguer là. Et donc ça a été toujours un souci ou une recherche pour moi. Et puis le mot ressources humaines, ça me plaît pas. Que l'humain, ça soit une ressource comme la ressource financière, comme la ressource de production. Et donc j'ai voulu ouvrir un petit peu, et il y avait vraiment beaucoup de pression, puis de plus en plus de paperasse, et on s'éloignait de plus en plus de l'humain. Et puis après, donc il y a des raisons familiales qui m'ont permis de faire le saut. Donc j'ai fait le saut. Tout le monde me disait depuis longtemps, pourquoi tu fais pas ça? Et c'est vrai que ça faisait un petit moment que, avant j'étais sur Montpellier, mais que sur Montpellier, je travaillais avec un certain nombre de médecins à accompagner bénévolement des gens qui ne voulaient pas avoir de psy et qui voulaient, dans le cadre du cancer et dans le cadre de gens qui avaient des difficultés comme ça. Et puis, moi, j'essayais de leur dire si vous avez besoin de travailler sur vous, et puis d'essayer de leur parler et que ça soit moins médical. Et puis voilà, je me suis lancée. Donc là, aujourd'hui, vous êtes vraiment proche avec l'humain et la valeur humaine. Oui. On disait tout à l'heure, on parlait d'art, et c'est vrai que ce que vous faites, c'est quelque part de l'art aussi, puisque vous allez chercher le plus beau et le plus côté talentueux et artistique de la personne qui est enfoui par toutes ces émotions. Comment vous... C'est pas moi qui vais le chercher, c'est la personne qui va le chercher, qu'on soit très clair. Ouais. Moi, je guéris pas, c'est la personne qui guérit. Hein. Donc vous aidez, donc faut rester. Oui, moi j'allume juste le chemin. Donc on parlait de lumière tout à l'heure. Oui, moi je monte le chemin. Donc en allumant la torche et puis en aidant la personne à lui permettre de découvrir qu'elle peut voir des choses, qu'elle a des ressources là, qu'elle peut les mettre en place, qu'elle peut s'appuyer, que certaines choses aussi peuvent se cicatriser. Parce que souvent, de la même façon quand on a une cicatrice physiquement, on peut la voir et on peut quand même s'appuyer. Mais au niveau psychologique, c'est pareil. On peut fermer une cicatrice, s'appuyer et continuer le chemin. Et ça ne veut pas dire qu'on oublie, mais souvent on pense que si on ne vit pas l'émotion, si on ne continue pas à la revivre de la même façon, on va l'oublier. Donc non. Voilà. Alors, comment approchez-vous la personne Ça aussi, c'est votre talent. On parle d'art et c'est votre talent aussi de ne pas... d'approcher la personne progressivement aussi, de cette mise en confiance. Mais bon, là, les gens qui viennent ici, ils viennent volontairement. Donc, ils sont déjà prêts à se livrer ou dans l'émotion très très fort. Le plus difficile, c'est d'apprendre aux gens comment on va se chercher soi-même, comment on avance à l'intérieur de soi et comment ça peut être douloureux mais en même temps libérateur. Et malheureusement, souvent, on ne peut pas faire fi de la souffrance quand on la redécouvre. Mais comment elle libère et comment on peut en finir avec. Alors c'est vrai que ça demande une écoute, particulièrement, et je pense que tous les gens qui travaillent dans ce domaine, on l'écoute, elle écoute. Donc elle se fait pas que mentalement, elle se fait vraiment avec tous les sens. Et on va... C'est un peu comme si j'allais être... j'allais dire à l'affût, mais c'est pas du tout à l'affût. C'est comme si tout allait être ouvert, aussi bien l'écoute
que le ressenti, que la vision, que le corps. Et puis ça va rentrer en écho aussi avec la personne. D'ailleurs, vous parlez de sixième sens, hein, quand... La sensibilité. Ouais, la sensibilité, la c'est aussi le sensibilité sixième sens. qui n'est pas la sensibilité, qui est la sensibilité, qui est l'ouverture de tous les sens. Mais c'est quelque chose qui se développe de plus en plus quand on travaille comme ça. Et en même temps, en le faisant dans cette écoute-là, la personne qui est en face, qui n'est pas très très bien, va petit à petit se réajuster sur ce rythme énergétique. Ouais. Et donc se reprendre, elle va pouvoir se reprendre et se retrouver comme ça en elle-même. C'est un peu ce mécanisme qui est toujours utilisé, quoi. Alors, vous parlez d'accompagner la personne justement pour qu'elle soit forte, stable dans sa spécificité, autonome, sa douceur aussi. Dans sa douceur, autonome affectivement, libre de son analyse, capable de s'appuyer sur des points forts. Ne pas être à sa place sans se comparer. C'est vrai qu'on a toujours tendance à dire que l'autre personne est mieux que soi. Conscience de son potentiel, dans le respect de soi-même, ça c'est des vertus quelque part que tout le monde rêve d'être comme cela, dans cet équilibre-là. Est-ce que c'est vraiment possible ? Ah oui. oui. Non, là, mais par contre, ça se fait pas sans effort. Ouais. Et par exemple, je ne pense pas qu'il soit possible d'atteindre l'autonomie affective réellement ou d'aller se rencontrer et se transformer, vivre son potentiel tout seul. Je pense que réellement, le rôle d'accompagnant, c'est un rôle crucial parce qu'autrement on tourne en rond. On peut s'analyser soi-même, mais on s'analyse à partir de nos grilles de connaissances, de valeurs, de rencontres, etc. Et donc ça, c'est difficile. Donc surtout, on n'a pas besoin d'être fou pour travailler sur soi. Et au contraire, c'est vraiment une démarche, j'aurais envie de dire, d'écologie personnelle. C'est d'écologie psychique que d'aller se nettoyer ses émotions pour que nos émotions qu'on a de toute façon ne soient pas ternies par l'affect, par trop d'affect, et qu'elles puissent se vivre dans ce qu'elles sont, puisque c'est pas parce qu'on aura travaillé sur soi qu'on sera jamais triste, c'est pas parce qu'on aura travaillé sur soi qu'on sera jamais en colère. Mais par contre, quand on aura travaillé sur soi, on aura plus de recul, on ne sera pas en réaction. On va pouvoir comprendre vraiment ce qui peut se passer et le vivre, point. Et vivre cette émotion de façon intense sans qu'elle laisse de traces. Et c'est plus difficile avec les émotions, on va dire, négatives. Quand on est joyeux, c'est passé dans tout notre corps. Quand on a vécu une colère ou quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui reste dans les cellules. Voilà. Comment vous l'expliquez ? Alors, je ne sais pas, il faudrait peut-être demander ça aux neurologues, les processus neurologiques. Ouais. Maintenant, on fait beaucoup de Vous parlez progrès là-dessus. Je lisais, vous parlez aussi de psychogénéalogie. Est-ce que ça aussi, c'est lié, cette mémoire-là de souffrance oui, voilà. De génération en génération, qui reste aussi Bien sûr, ça restera. Voilà, donc là, ce n'est pas prouvé à l'heure actuelle. Comme on sait que les yeux bleus, etc., c'est de génération à génération inscrit dans les gènes. Ouais. Je pense qu'on a des mécanismes de défense, on a des mécanismes de souffrance, mécanismes de survie qui sont inscrits aussi. Mais ça, pour l'instant, ça, c'est pas du tout prouvé scientifiquement, mais bon, c'est un petit peu logique. On dit, tiens, le caractère de ton père, de ta grand-mère. Donc, voilà, donc... on peut utiliser la psychogénéalogie, mais je ne vais pas l'utiliser tout le temps dans le quotidien du travail parce que je pense que la personne qui est en face de moi, elle a les moyens de s'en sortir. Simplement, il faut qu'elle comprenne si elle a choisi, entre guillemets, cette attitude ou ce comportement. Bon, peut-être qu'il y a eu des facilités dans sa famille, mais n'empêche qu'elle, elle se l'est appropriée. Et comment elle fait... l'objectif pour devenir autonome affectivement, c'est de se réapproprier ses comportements, d'être responsable de soi. Parce qu'autrement, on subit, autrement, on est victime si on n'arrive pas à être responsable de soi. Donc, comment on peut se réapproprier nos choix, même les plus intimes. Voilà, les plus intimes aussi, les plus profonds.
Et puis après, grâce à ça, arriver à cheminer, arriver à les transformer, arriver à garder ce qui nous sert et puis à trier, quoi. Et c'est dans ce sens-là de l'écologie personnelle. C'est-à-dire que dans le sens où on a trié et on a jeté ce qui ne nous sert pas, voilà. Donc nos cellules, elles peuvent respirer mieux. Comment, pardon pour cette question qui peut peut-être vous sembler un peu bizarre, mais comment considérez-vous la personne qui vient vous voir? Est-ce que vous la considérez Je la considère, oui. Oui, déjà, ça, bien c'est sûr, sûr. vous la considérez, je n'en doute pas, mais comment comme une personne. quelle est la première approche que vous avez lorsque... comment je l'appréhende, comment vous l'abordez, parce que la considérer, oui, je la considère comme une personne, justement, et qu'elle soit. Après, dans mon travail, c'est sûr que des gens qui ont des grosses pathologies de l'ordre de la psychose, c'est pas tout à fait... Enfin, c'est même carrément pas mon domaine d'intervention. Ouais. Ça, c'est pas possible, parce que là, il y a quand même vraiment besoin de médicaments, de psychiatrie, enfin, voilà. Autrement, je vais vraiment un peu, comme dans tous les métiers médicaux, on va commencer par une anamnèse, hein. On va travailler, des fois, on n'a pas le temps parce que l'émotion, elle submerge tout. Donc là, moi, je vais prendre la problématique, je sais pas comment dire, enfin si, je sais. C'est-à-dire, je vais prendre la problématique, je vais prendre la problématique de la personne comme elle arrive. Ouais. C'est-à-dire, justement, c'est ça l'intérêt de pouvoir parler autrement que avec la parole, d'être avec l'écoute et d'être avec le toucher, etc. Selon ce qui va se passer, l'état d'émotion, de vibration, de fébrilité de la personne, on va lui permettre de se reprendre. L'objectif, c'est au démarrage de se reprendre. Et il y a des gens qui, au contraire, vont être là, très très rationnels. Donc là, ça va être compliqué s'ils sont dans le sens où il va falloir leur permettre de se relâcher, de se relâcher pour s'ouvrir et se laisser aller pour arriver à creuser. Enfin, les gens qui sont vraiment dans le mental, c'est souvent un peu long. Ouais. C'est plus long que les gens qui ont des grandes défenses comme ça, leur travail et leur approche est souvent un peu plus long que les gens qui sont dans l'émotion. Voilà. Et alors, le travail là est difficile et demande beaucoup de réflexion pour vous Non, mais pour moi, non. Pour moi, c'est pareil. C'est simplement la méthode d'approche, ça fait de la diversité, on va dire, au niveau professionnel. Non, là, c'est pas... Ce qui est plus difficile aussi, c'est l'écoute quand on a affaire à un enfant qui ne parle pas, ou pour essayer de l'aider, pour accompagner. Bon, là, c'est souvent le parent. C'est souvent la problématique du parent, en fait, plutôt que la problématique de l'enfant. Voilà. Voilà un peu les... Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, si. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Comment vous apercevez-vous justement que le travail, en quelque sorte, est terminé et que l'équilibre que le travail est terminé. Alors, est né. Voilà, en gros, il y a deux étapes. Il y a une étape où la personne, elle va avoir besoin de la reconnaissance de l'autre, de l'aval de l'autre, pour savoir si elle a, où est-ce qu'elle en est, etc. Et quand elle en a plus besoin, là, on peut dire que le travail est terminé. Quand on a fini de travailler sur soi, il y a quand même toute une démarche encore à mettre en place. On œuvre. Voilà, on œuvre après. C'est-à-dire qu'on va se laisser des espaces pour soi. Donc là, c'est un autre travail qui peut se faire beaucoup plus tout seul, mais un peu... il va falloir laisser des temps, et il va falloir se laisser des temps de visite pour ne pas se perdre. Quel est le meilleur retour pour vous, justement, à travers ce travail? Au-delà du retour que vous pouvez donner... Le meilleur retour à la personne? Des fois, on ne connaît pas le retour. Ouais. C'est-à-dire que des fois, on ne voit plus la personne et puis on ne sait pas si... Mais le meilleur retour, c'est que la personne elle soit autonome affectivement et qu'elle soit dans la joie. Voilà.
qu'elle soit, même s'il se passe des choses difficiles, qu'elle reste dans sa joie pour pouvoir continuer à mettre la lumière. Ça, c'est le meilleur retour. Dire qu'elle ne soit pas insensible du tout à ce qui se passe, mais qu'elle soit dans la joie. Comme quand on va voir quelqu'un à l'hôpital, dans l'hôpital, tout le monde se tait, mais si on n'amène pas de la joie, c'est mortifère. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc là, ce qui est vraiment important, c'est que la personne, elle reste dans la légèreté, qu'elle soit dans son potentiel et qu'elle ait des projets, qu'elle ait des envies, et après s'être rencontrée, qu'elle soit capable d'être avec l'autre. S'être rencontrée avec elle, c'est-à-dire que c'est une rencontre entre soi et le profond de soi. Oui, c'est ça. Au fond de soi, voilà. Ouais. Quand elle s'est rencontrée, qu'elle est justement autonome affectivement, qu'après, elle puisse être capable et à même de rencontrer l'autre sans se disperser, sans se perdre, sans être agressée, enfin, voilà, en comprenant ce qu'il y a à elle, ce qu'il y a à l'autre, en différenciant bien. Alors vous avez préparé plein de choses sur les feuilles. Est-ce que vous avez des phrases ou des proverbes à nous faire partager, justement Non, le partage, ou c'était des notes? Non, mais compte tenu de ce qu'on vit en ce moment, des attentats, etc. Donc justement, on parlait de la lumière et de l'hôpital par rapport à rester dans la joie. Et j'avais envie de lire une phrase, un texte de Martin Luther King qui dit « La noirceur ne peut chasser la noirceur, la lumière peut le faire. La haine ne peut chasser la haine, l'amour peut le faire. » Et ça, donc, c'est Martin Luther King. Et si vous voulez, c'est aussi un peu ça le travail sur soi. C'est-à-dire que mettre en lumière ce qui est obscur à l'intérieur de nous et qui nous fait plonger dans la ténèbre. Donc choisir la lumière pour avancer et pour transformer. C'est pour moi sortir des actes insensés, garder le sens et garder le cap. À part d'être accompagnante justement thérapeutique dans votre vie de tous les jours, est-ce que vous avez d'autres passions qui vous accompagnent aussi pour justement vous nourrir vous personnellement, parce que pour être face à ces personnes, il faut être nourri aussi et être en capacité d'écoute. Comment faites-vous justement pour vous libérer et être en équilibre à hauteur de ce que vous pouvez donner aux personnes que vous recevez? De me rencontrer régulièrement, tranquillement, donc de garder des espaces. Vraiment des espaces tous les jours, comme de la méditation, de la prière, de la réflexion qui me permet de rester unie à l'intérieur de moi. Je marche beaucoup et il y a aussi, donc j'ai besoin aussi de me défouler au niveau de mon caractère, ou de faire un peu de sport, des choses comme ça. Et puis j'aime beaucoup l'art, la lecture et découvrir des choses, voilà. Et puis il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup, c'est coudre. Donc quand je couds, je médite. Voilà, avec la couture. Vous pensez ou non, je suis dans mon point et là ça m'entraîne dans le point, voilà. Donc je m'amuse à refaire des choses. En ce moment, je suis en train de refaire un canapé. Et hop. C'est la grosse couture alors, c'est pas. Ah oui, c'est pas des petits points. Mais je peux faire des points de croix, ça c'est bien, ça me voilà. Mais ça, c'est un petit peu pour l'hiver. Autrement, c'est la marche. La couture, c'est pour l'hiver. La marche, c'est plus pour l'été, le printemps, l'automne. Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous aussi pour ce temps. Merci. Et cet accueil. Merci pour ce partage.